Bonsoir à tous. Église du monde, cette semaine porte à nouveau son regard sur le Liban, dont l'équilibre reste fragile, avec tout d'abord un blocage politique. En effet, le pays est sans président depuis 18 mois. Blocage au sommet de l'État qui se traduit par une crise des déchets. En effet, depuis plusieurs mois, les poubelles s'accumulent dans certaines zones, certains quartiers des villes libanaises, et ce, face à l'indifférence, on peut le dire, de la classe politique. Et puis le Liban subit aussi les effets directs de la guerre en Syrie, accueillant plus d'1 million de réfugiés syriens sur son sol, soit un quart de sa population totale, avec les conséquences économiques, sociales que l'on développera dans cette émission. Cette guerre se joue aussi sur le sol libanais, avec des tensions, des violences entre chiites et sunnites, comme l'ont montré notamment les attentats du 12 novembre à Beyrouth. On y reviendra. Alors, la jeunesse libanaise croit-elle encore en l'avenir de son pays? Comment sortir de ce blocage politique? Comment aussi les chrétiens peuvent contribuer au vivre ensemble, à un équilibre plus serein entre les communautés? Décryptage sur ces questions avec notre invité que j'ai la joie d'accueillir, Antoine Fleffel. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Alors vous venez régulièrement sur notre antenne. Vous êtes professeur de philosophie et de théologie à l'Université catholique de Lille, également responsable des relations académiques à l'Œuvre d'Orient. Merci d'être avec nous. On va revenir tout d'abord sur cette actualité qui a frappé le Liban il y a quelques semaines, le double attentat du 12 novembre qui a visé le Hezbollah pour son engagement en Syrie, aux côtés du régime syrien, des attentats revendiqués par Daesh. Il se trouve que vous étiez au Liban à ce moment-là. Racontez-nous un petit peu comment vous avez vécu, comment les Libanais ont vécu cet événement. Avec beaucoup de tristesse, comme à chaque fois qu'il y a un attentat, sauf qu'à la différence des Français qui ne comprennent pas et qui ne savent pas comment agir suite à ce qui s'était passé le vendredi 13 dernier, les Libanais sont habitués malheureusement à cela, puisque cette situation d'instabilité est toujours au Liban depuis la guerre et même après la fin de la guerre, puisque même après 90, il y a toujours eu des problèmes d'ordre sécuritaire. Donc nous sommes blessés, nous portons nos blessures et nous continuons. Nous avons développé un instinct de survie et nous nous disons, voilà, il y a ces violences, mais il faut voir que faire par la suite. Nous ne sommes pas paralysés comme ça pourrait l'être dans un environnement qui ne connaît pas ce genre de violence. Comme c'est le cas pour nous ici en France. Justement, qu'est-ce que peut-être les Orientaux, les Libanais, peuvent nous apprendre à nous, Français, sur ce type de contexte inédit pour nous? Ne pas laisser la peur gagner les esprits, savoir affronter ces actes violents, parce que ce bourreau veut, c'est que les gens se soumettent à lui. Les gens aient peur. Il ne faut pas avoir peur, il faut l'affronter, même si la violence est incommensurable, parce qu'au Liban, il y a eu moins de victimes, mais il y avait des enfants et des femmes, et on voyait ça, à la différence de la France qui a beaucoup de respect pour les victimes. Au Liban et en Orient, il y a une culture ostentatoire où on montre les victimes, les images, malheureusement, et j'espère qu'un jour cela changera. Et donc, malgré tous ces éléments, il faut continuer et il ne faut pas céder à cette violence. Et cette coexistence entre chrétiens et musulmans, bien sûr, millénaire, au Liban aussi, qui peut-être peut nous inspirer? Certainement, le contexte est différent néanmoins, parce que l'islam reste relativement un phénomène récent en France, un phénomène qui se pose toujours des questions sur son insertion, sur la manière dont il réagit avec le contexte français et le contexte laïque, tout en sachant que parler de l'islam de France ou de l'islam en France, les termes sont divers et variés, répond à une réalité très diversifiée. Il n'y a pas un islam en France, il y a divers courants. Il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, pour la première fois, nous avons eu un grand rassemblement des diverses tendances qui ont redit leur engagement pour la France, qui ont salué le pacte républicain. Mais le contexte est très différent. Difficile de comparer. Liban, difficile de comparer, parce qu'au Liban, cela va de soi, cela va du climat. Oui, nous avons des choses à dire, et la chose principale est que cela est possible. Même si aujourd'hui, nous aurions souhaité, nous autres chrétiens du Liban, que la relation fût différente, elle n'est pas au beau fixe tel que nous la souhaiterions. Nous voyons de plus en plus que lorsqu'il s'agit de légiférer d'une manière qui soit dans le sens des chrétiens et dans leurs intérêts, il y a un blocage quelque part. Les chrétiens qui ont perdu la guerre en 90, qui ont perdu une partie considérable du pouvoir politique qui leur revenait,
de par la constitution confessionnelle du Liban, essayent de regagner du terrain. Et nous constatons bien que ces chrétiens, qui sont d'un côté ou de l'autre des grands partis politiques musulmans, qui donnent leur couverture, qui vont parfois très loin avec les sunnites ou avec les chiites, nous voyons bien que lorsqu'il s'agit de leurs intérêts, de leurs droits, il y a une certaine réticence. Et on se pose des questions, pourquoi? Cela a eu lieu il y a quelques semaines, lorsque les deux grands blocs sunnites et chiites ont voulu légiférer sur des questions qui n'allaient pas dans les intérêts des chrétiens, qui cherchent à se repositionner d'une manière adéquate sur l'échiquier de la politique libanaise. Pourquoi cette résistance, selon vous? Celle-ci est due au début de la création du Liban, donc de la constitution libanaise, parce que les chrétiens avaient l'avantage. Et en 1975, lorsque la guerre libanaise a éclaté, l'une des raisons pour laquelle cette guerre a éclaté, c'était vous les chrétiens, vous avez plus de pouvoir que ce qu'il devrait y être, ce que vous devriez avoir. Parce que vous n'êtes plus majoritaire démographiquement, vous êtes à moins de 40%, vous n'avez pas le droit d'avoir tout ce pouvoir. Et même aujourd'hui, cet état d'esprit règne toujours, et l'islam politique, qu'il soit dans sa version chiite ou qu'il soit dans sa version sunnite, voudrait avoir la priorité, voudrait avoir le pouvoir, voudrait être majoritaire. Nous ne sommes pas dans une logique citoyenne, dans une logique démocratique dans le sens occidental du terme. Nous sommes dans une logique où chaque communauté veut avoir le dessus. Alors, pourquoi les chiites ou les sunnites laisseront tomber le pouvoir qu'ils ont actuellement, alors que face à eux, il y a une communauté chrétienne qui est toujours affaiblie, surtout à cause de sa division. Et c'est ce qui fait le plus du tort aux chrétiens. La division interne. La division interne des chrétiens. Il y a quelques semaines, lorsqu'il y a eu cette légifération, pour une première fois depuis très longtemps, depuis 2 décennies, les chrétiens se sont mis ensemble et ont dit non, ils ont réussi. Les projets de loi qu'ils voulaient faire passer au Parlement ont été évoqués. Expliquez-nous un petit peu justement, donc on parle de ce blocage politique qui perdure. En quoi, alors d'abord pourquoi, pour quelles raisons, et en quoi le contexte régional a un rôle sur cette situation? Ce blocage politique dépend principalement des blocages régionaux, parce que les communautés libanaises ont des allégeances à l'extérieur et fonctionnent à partir de l'extérieur. Il n'est un mystère à personne que le Hezbollah dépend de la politique iranienne, malgré tout ce qu'on puisse en dire de sa libanisation, si je puis utiliser le terme, et que l'autre bloc musulman sunnite de Hariri dépend de la politique de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite et l'Iran sont dans une guerre d'intérêt, dans une guerre d'influence dans la région. Et nous pouvons bien constater sur le sol irakien, sur le sol syrien et dans tous les événements qui ont lieu au Moyen-Orient, que ce soit sur le plan militaire, ou même sur le plan économique et surtout sur le plan diplomatique. Nous l'avions vu lors de la signature des accords du nucléaire entre l'Occident et l'Iran. Donc ces deux puissances sont en train de s'affronter. Et ces deux puissances utilisent toute leur influence pour que cet affrontement ait lieu dans tous les endroits où ils sont présents. Le Liban souffre de cette opposition. Pardon. Et tant que cette tension ou cette guerre ne finit pas, tant qu'il n'y a pas une issue pacifique, j'espère, ou diplomatique à cette guerre, le Liban souffrira toujours. Et ce blocage, vous aviez évoqué les déchets, c'est une conséquence, mais le blocage est partout au Liban. À tous les échelons. Pas de président de la République, les institutions sont paralysées, même les appareils sécuritaires ne sont pas d'accord sur la manière d'agir parfois, mais ce blocage est ailleurs. Celui qui pense pouvoir trouver une solution au Liban à partir des Libanais est dans l'erreur. Il est impossible de le faire tellement les allégeances sont puissantes. Mais cela n'est pas un facteur nouveau. Les allégeances des communautés au Liban sont là depuis que le Liban existe. Sauf qu'avant, c'était différent. Et les chrétiens avaient quelqu'un pour les appuyer. Jadis, les chrétiens avaient la France, avaient l'Occident, ont eu les Américains pour les aider. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont personne pour les aider. Ils sont là, essayant de s'allier au bloc sunnite et au bloc chiite, mais il ne me semble pas que ce bloc, du côté des sunnites et des chiites, soit à la hauteur des espérances des chrétiens
de par ces alliances pour avoir de nouveau le pouvoir ou le poids qu'ils avaient dans ce Liban. Finalement, le résultat n'est pas concluant. Très loin de là. Alors il y a bien sûr des promesses, il y a probablement des choses sérieuses, mais dans l'ensemble, non. Alors, on parlait effectivement de cette question des déchets. Voilà, d'abord, comment est-ce que les Libanais vivent cette situation? Qu'est-ce qui se passe précisément depuis plusieurs mois concernant les déchets? Alors, on peut en parler à deux niveaux. Premièrement, à un niveau humain, les Libanais souffrent de cette situation parce que ce n'est pas seulement une question esthétique. Ça n'a rien de beau, des montagnes de déchets. Normalement, nous étions fiers de nos montagnes libanaises avec les cèdres et la neige éternelle. Aujourd'hui, il y a des montagnes de déchets, ça et là, au Liban. D'un point de vue de l'écologie et d'un point de vue de la santé sanitaire, c'est très mauvais. D'autant plus que les gens aujourd'hui sont en train de brûler les déchets. Donc ces montagnes sont en train d'être brûlées. Cela nuit non seulement à la santé, mais aussi à la sécurité, parce que parfois c'est sous des ponts et les ponts sont en train de prendre feu parfois. Et là, il y a une inertie politique, là. Une inertie politique totale, une paralysie. Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas... Alors, ça fait plusieurs mois qu'on nous parle de la volonté d'en finir avec ce dossier, mais concrètement, il n'y a rien qui a lieu. Alors moi, je mets en doute cette volonté. Alors, comment un pouvoir politique qui n'arrive pas à résoudre un problème tellement fondamental et essentiel pour la vie des hommes peut être à la hauteur d'un pays ou du gouvernement d'un pays? Et là, c'est la grande question qu'on se pose. Donc, je parlais de deux niveaux. Le premier niveau est celui des gens qui souffrent de cela pour des raisons sanitaires et écologiques. Et le second niveau révèle les blocages qui existent au Liban. Les blocages qui cachent de la corruption, qui cachent du communautarisme. Et sur ce plan du blocage, il y a la question de l'allégeance politique des gens. Ce que je ne comprends pas, comment la majorité des Libanais peuvent accepter cela? Les gens ne sortent pas pour manifester contre cet élément, cet événement. Ah, alors, bien sûr, il y a un petit groupe qui manifeste. C'est un groupe de jeunes, ce qu'on appelle la société civile, et qui ont comme slogan, entre guillemets, « vous puyez ». Ils parlent des politiciens. Alors, ils manifestent, ils sont battus, ils sont quelques centaines, voire quelques milliers, mais pas plus. Ça ne crée pas un mouvement. Mais alors, ce mouvement dit, sa thèse principale, tous les politiciens sont corrompus, et ils scandaient des affiches où il y avait la photo de tous les politiciens. Alors, la majorité des Libanais, ou une bonne partie des Libanais qui tiennent beaucoup à leur leader politique, refusent de s'y joindre parce qu'ils disent « Moi, je viens avec vous, mais vous enlevez la photo de mon leader. » Alors, si chacun veut enlever la photo de son leader, donc, en fin de compte, on n'aura personne. Le leader est plus important que la cause. Ah, bien sûr, le leader est plus important que tout. Et en fin de compte, quand un leader demande aux gens « Venez manifester pour montrer ma gloire, pour montrer que beaucoup de gens me suivent », ils descendent dans les rues par dizaines de milliers, voire par centaines de milliers, mais lorsqu'il est question d'une problématique humaine, il n'y a rien. Alors cela est révélateur aussi d'une crise qui est vécue parmi les Libanais sur le plan de la citoyenneté, parce qu'on ne se sent pas appartenir à un pays parce qu'il est le nôtre, mais on appartient à notre communauté religieuse et à notre parti politique. Et c'est ce qui nous détermine, et c'est pour cela que beaucoup de théologiens, de penseurs, de philosophes, de théologiens ont protesté en disant « Quand est-ce que le Liban sera le pays des droits de l'homme, un pays citoyen où l'allégeance est pour l'homme et pour la patrie, et non pour la communauté, ou pour une classe politique, ou pour un politicien, qui d'ailleurs tous ont été responsables de la guerre libanaise, ou étaient acteurs de la guerre libanaise. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Une fois qu'on a dressé un peu ce constat, on peut se poser aussi la question de perspective et peut-être de certains acteurs dans le pays qui essayent au contraire d'avancer, de construire. Je pense en particulier au secteur de l'enseignement catholique. Alors justement, vous nous apporterez un petit peu votre regard sur cette question-là. Voilà, que peut apporter l'éducation catholique aux jeunes Libanais, à la jeunesse qui est l'avenir de ce pays? Eh bien, on écoute le point de vue du père Antoine-Pierre Nacad, qui est économe provincial des Lazaristes. Il a dirigé pendant plusieurs années le grand collège Saint-Joseph à Antoura. Les enfants sont perturbés, les familles sont perturbées,
et il y a une grande peur au niveau sécuritaire. Ce qui fait que nous sommes obligés, et nous vivons vraiment dans une tension perpétuelle, nous sommes obligés de toujours veiller à la sécurité des enfants. Nous avons toujours peur qu'il y ait une explosion, qu'il y ait une attaque, qu'il y ait un attentat quelconque, d'où une peur bleue et perpétuelle qui nous habite. Et obligatoirement, ça se ressent. Nous essayons de ne pas le montrer, mais nous sommes des êtres humains et parfois ça peut se ressentir dans notre façon d'être, si vous voulez. Nous faisons appel à des sociétés privées. Nous sommes obligés. Si je parle du collège d'Antoura, vous avez au moins une vingtaine d'agents de sécurité qui appartiennent à une société privée, bien sûr, qui sont là, 24 heures sur 24, dans et autour du collège. Et ce souci est partagé par toutes les écoles. Et chaque école, à son niveau, si vous voulez, selon ses moyens, fait appel à une société ou bien engage des agents elle-même. Donc on le voit bien qu'effectivement la sécurité est dans tous les esprits et dans les écoles au Liban. C'est une quête qu'a le Libanais, être en sécurité. C'est ça un pays qui était en guerre et qui est toujours dans une situation peu favorable à la sécurité des citoyens. Donc on essaie de se protéger partout. Et l'école peut y contribuer aussi. À la sécurité, oui, à travers des agents de sécurité. Mais je voudrais rebondir sur cette question des perspectives du Liban, puisqu'il est question d'éducation et d'enseignement. D'un point de vue politique, les choses paraissent assez moroses, assez sombres. On se demande quels sont les horizons du Liban dans le cadre de ce blocage. Et la première réponse crédible que nous pouvons avoir, c'est tant que la question n'est pas résolue à un niveau régional, principalement en Syrie, on ne peut pas espérer en une solution sérieuse pour le Liban. Alors, c'est une réflexion à laquelle on peut donner beaucoup de crédit. Mais face à cette situation de blocage qui est dommageable pour le Liban, beaucoup de Libanais, beaucoup d'institutions, notamment l'enseignement catholique, ne baissent pas les bras. Ça fait partie de l'instinct de survie que j'ai évoqué tout à l'heure. Oui, la situation est compliquée, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire quelque chose. Et l'Église catholique au Liban, et même l'Église orthodoxe, mais surtout l'enseignement catholique, qui représente quand même 40% des écoles au Liban, du pays. Des écoles du pays, essaie toujours d'être à la hauteur de sa mission qu'il remplit depuis plusieurs siècles déjà. La première école maronite catholique au Liban date du XVIIIe siècle. Et cette éducation Qu'est-ce qu'elle a de particulier, justement? Qu'est-ce qu'elle apporte de particulier? Beaucoup de choses. Un sérieux dans l'éducation. Je ne dis pas que les autres écoles ne le sont pas, mais il y a quand même une insistance sur la question. Du sérieux pour bâtir un être humain. On s'intéresse beaucoup sur cette question. Et il faut souligner le fait que les étudiants des écoles catholiques ne sont pas forcément tous chrétiens. Dans certaines écoles catholiques au Liban, qui sont dans des régions musulmanes, on peut trouver 99% de musulmans. Donc c'est une vocation qui dépasse le simple cadre confessionnel. Et troisièmement, une ouverture vers l'Occident. Alors c'est une école qui est catholique orientale, forcément on y parle l'arabe, on étudie la culture orientale, l'histoire orientale, mais en même temps on étudie le français et l'anglais, on essaie de parfaire ses études et on s'ouvre à l'Occident en étudiant son histoire, ses sciences, ses avancées. Ces écoles sont supposées donner beaucoup d'outils à leurs étudiants, des outils sur les plans de l'ouverture, sur les plans de la rencontre. Lorsqu'on a étudié avec un copain musulman, c'est un antidote contre la violence, contre le renfermement et contre toute pensée extrémiste ou exclusive. Toujours sur cette question de l'éducation, il y a un autre défi qui touche le pays, c'est l'éducation des jeunes réfugiés, en particulier des réfugiés syriens. Alors les écoles libanaises, elles n'ont pas forcément les moyens de les accueillir. Du coup, des jeunes Syriens prennent le relais, comme on va le voir. C'est le cas de Nejmeh, réfugiée au Liban depuis 2 ans. Cette adolescente a décidé de faire la classe aux enfants qui vivent comme elle dans un camp à Ketermaya, au sud-est de Beyrouth. Elle leur enseigne ce qu'elle a elle-même appris à l'école. Regardez. عمري 14 سنة من الشام والله نحن جينا انه طلعنا بهالاوضاع الحمد لله طلعنا قبل هالاوضاع صار لي هون هلا يصير لي 2 سنين انا كنت الاولى بالمدرسة فانا تعلمت اشياء كثير وهلا لساتهم ببالي فانا هون حبيت هيك اعلمهم بعلمهم علوم رياضيات انجليش يعني كل الاشياء
عم درسهم اللي أنا قدرانة عليهم. حابة أدرسهم لأنه أخذ عند رب العالمين حسنة ولا يتعلموا حسب إنه الدرس بدي أعطيهم على قده، على أساس إنه أعطيهم إملاء بس ما في دفاتر، أعطيهم إملاء وظيفة. كنا قاعدين احنا هون بخيمة بس يعني إنه تدلف علينا وهيك شغلات، فهلا هون عم بعلمهم ما بدي اروح عليهم هون جمعة وسبت عم عطلة عندهم. أنا متذكرة اللي بسوريا بقى علمتهم، عم بعلمهم إنه تسميع، ما في دفاتر وأقلام لحتى يكتبوا يتعلموا، ما في. صار لي يومين ما عم درسهم إنه كله وحل. أنا مريضة بس قلت بدي قوي حالي حتى أدرسهم وبدي نسيهم هموم يعني إنه اللي ميت لهم واللي هيك. Voilà, ça traduit bien sans doute la grande complexité, la difficulté d'accueillir ces réfugiés syriens, évidemment, et notamment dans les écoles libanaises. Qui n'ont pas les structures nécessaires pour pouvoir en accueillir beaucoup. Il y a beaucoup d'écoles, qu'elles soient catholiques ou des écoles de l'État, et même des écoles musulmanes qui accueillent des réfugiés. Mais déjà, la plupart des écoles sont en sureffectif, avec des classes remplies. Alors, si dans des classes de 30, il faut encore ajouter 30 autres élèves, cela devient impossible. Donc, malheureusement, des structures de fortune comme celle-ci doivent être faites. Et le témoignage est très touchant. Et montre la volonté de vie qui existe chez beaucoup d'orientaux qui, malgré la situation de guerre et la situation de folie meurtrière, veulent continuer. Le pays est débordé par ce qui se passe avec cet afflux des réfugiés syriens aujourd'hui? Pas tellement que ça dépend des régions, mais pour les grandes villes, on ne fait pas attention à cela, même si l'on constate qu'il y a plus de voitures syriennes, qu'il y a un peu plus de monde que l'on ne connaît pas. Mais ces réfugiés sont dans des régions qui, pour la plupart, se situent à la frontière entre le Liban et la Syrie, ce qui malheureusement est mauvais pour eux parce que ce sont des régions très dures. Donc il fait très chaud durant l'été, il fait très froid durant l'hiver. Et malheureusement, il n'y a pas de solution pour le moment à ces personnes-ci. La jeunesse libanaise, elle croit encore en l'avenir de son pays? Ça dépend des personnes. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup y sont attachés. Certains ont le rêve de l'Occident en croyant qu'en Occident, les perspectives vont être très larges. Beaucoup sont déçus. Certains reviennent. Mais il y a assurément un attachement qui est toujours manifeste au Liban, même si parfois certaines situations mènent à la dépression ou mènent à la déception des voies d'avenir. Oui, il y a surtout un attachement palpable de cette jeunesse qui parfois doit voyager pour pouvoir trouver des perspectives, parce que pour certaines formations, le Liban ne peut pas offrir des postes ou ne peut pas offrir du travail. Et donc, la jeunesse doit voyager et émigrer. Mais pardon, ceux qui émigrent, et c'est quelque chose qu'il faut souligner, gardent un lien très fort avec la mère patrie. La diaspora libanaise, d'ailleurs, qui est plus importante numériquement que la population. Largement, on parle de 10 à 15 millions de Libanais en diaspora qui sont pour leur majorité des chrétiens, alors que le Liban, c'est 4 millions et quelques d'habitants, dont 1,5 million de chrétiens. Justement, ces chrétiens, voilà, en quoi est-ce qu'ils peuvent contribuer à un vivre ensemble plus fort aujourd'hui? À travers le dialogue, à travers l'ouverture, parce que le monde musulman aujourd'hui subit la violence des idéologies politiques qui le traversent, que ce soit des idéologies ayant comme source le salafisme ou le wahhabisme ou les frères musulmans ou une certaine pensée chiite. Cette violence idéologique oppose les populations musulmanes, mais d'une manière très violente. Les chrétiens sont là pour essayer de proposer d'autres voies, qui sont des voies de dialogue, qui sont des voies de rencontre, et surtout des voies de l'acceptation de la différence, parce que ces idéologies que j'évoque, surtout les 3 premières, refusent toute différence, parce que toute différence est mauvaise pour eux. Alors les chrétiens qui ont l'expérience de la diversité à travers tout le courant de pensée qui traverse la théologie chrétienne, l'expérience de l'Occident, toutes les mutations qui ont eu lieu dans l'Église, notamment après le Concile Vatican II,
mais même aussi les théologies protestantes qui ont contribué à la modernité et à l'ouverture. Donc les chrétiens peuvent apporter tout cela sur le contexte de la violence pour proposer une issue qui est celle du dialogue. Parce que l'antidote à la violence, c'est le dialogue. Nous n'avons pas le choix. Il faut dialoguer ensemble. Et c'est possible. Beaucoup de gens le prouvent. Beaucoup d'associations au Liban le prouvent. Et les milieux scolaires aussi montrent que ces chrétiens et ces musulmans peuvent grandir ensemble, étudier ensemble, sans que forcément les idéologies politiques qui sont en action chez les uns et les autres soient déterminants pour leur vivre ensemble. Merci beaucoup Antoine Fleffel pour votre regard, votre analyse sur la situation au Liban de ces derniers mois. Une émission bien sûr que vous pouvez retrouver sur kto-tv.com. Très belle soirée à tous. Au revoir.